Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Blockchain Addict. Nous sommes en compagnie de Zdedex, que vous devez sûrement connaître sur Twitter, véritable couteau suisse de la DeFi. Il a anciennement travaillé chez Ledger. Il est maintenant développeur pour Node Guardians. Il est surtout Head of Integration pardon, sur XDeFi et c'est le fondateur de StakeLab, un acteur validateur pour Cosmos. Je te laisse un petit peu compléter si tu souhaites me corriger, parce que ça m'arrive de me planter. Et puis si tu souhaites un petit peu également préciser ce que je viens de dire. Alors, pas de souci. Merci pour l'introduction, en tout cas, et de me recevoir, Antoine et Magali. Ça fait plaisir. Et en plus, c'est en français, donc c'est encore mieux. Alors, juste pour la petite correction, le truc avec notre Guardian, je sais pas comment Samy il l'a présenté, mais en gros, c'est juste un délire entre nous. Il met qu'il est DevOps pour StakeLab. Je sais pas que je suis DevOps pour notre Guardian, parce que j'ai réussi à le faire rentrer à une soirée. Et en fait, on n'arrivait pas à rentrer dans cette soirée. Et moi, je lui ai dit, t'inquiète, j'ai des contacts, je vais réussir à te faire rentrer. Et du coup, quand il est arrivé, le mec, il m'a dit, et du coup, c'est qui le mec à côté? J'ai dit, c'est mon DevOps, il travaille chez moi. Du coup, ça a fonctionné. Et depuis, on Il a gardé. faudra qu'on regarde les rushs d'hier, mais je crois qu'il nous contredit pas du tout, hein. Tant mieux alors. Ok, donc tu es non, non DevOps chez notre Guardians. C'est ça. Du coup, on va entamer avec la première question, qui est une question que j'aime beaucoup poser dans nos interviews. Quel est ton parcours et comment tu es arrivé à là où tu en es maintenant et notamment ton poste chez XDeFi? Ok, pas de souci. Alors, parcours pro, parcours scolaire. Scolaire, le cheminement, ce qui fait que bah, voilà, la Comment crypto, je suis arrivé dans la crypto? Ok. StackLab, pardon, Cosmos, voilà, qu'est-ce qui fait que tu en es là? Alors, du coup, moi, j'ai fait des études d'informatique et d'économie ensuite. Et j'ai tout arrêté ensuite pour jouer aux jeux vidéo. Donc, rien à voir. Et du coup, j'étais dans les premiers statuts de joueur professionnel en France. Et j'ai arrêté juste après parce qu'en fait, c'était un monde qui était un peu trop prenant. Moi, je suis pas, je suis bien dans les addictions, genre, que ce soit la crypto, les jeux vidéo. Quand je suis dans un truc, j'aime bien le faire à fond. Et du coup, bon, ça prenait énormément de mon temps, voire trop. Et j'étais complètement déconnecté un peu de la réalité, hein. C'est clairement le cas, hein, quand on passe plus de 10 heures, voire 15 heures par jour sur un truc. On reste vraiment, on va dire, plus associé dans ce monde irréel. Et j'avais besoin de me reconnecter un peu avec le monde réel. Et du coup, juste après, en fait, j'ai fait des petits boulots, vraiment un peu à l'arrache, hein, genre des pâtes à pain, des sports 2000, vendre des chaussures de sport. Voilà, on a tous connu les premiers petits boulots, les McDo, tout ça, quoi. Et du coup, moi, j'avais eu la chance d'avoir rencontré un gars durant les études d'informatique qui s'appelait David Ballan, et qui est du coup un des cofondateurs de Ledger. Et qui est venu. Ouais, on était pas mal en contact depuis très longtemps, et en 2013-14, on parlait justement de tout ce qui était crypto, tout ça. Ils étaient à fond, ils avaient un petit projet qui était d'envoyer des bitcoins sur des clés USB chez les gens, qui s'appelait Chronocoin. Parce qu'en fait, les gens, faut se rappeler qu'à cette époque-là, acheter du bitcoin, c'était hyper shady, hein. On allait sur un site, franchement, t'avais pas envie d'acheter du bitcoin. Je savais même pas si ça allait survivre, allez, 10 minutes sur le site, alors que tu mettais 10 balles, quoi. Et, donc voilà, et donc, moi j'étais toujours un peu en contact avec lui, donc j'ai commencé à faire mes premiers pas dans la crypto à ce moment-là. J'avais gagné mes premiers tournois de jeux vidéo, j'avais gagné mes premières petites sommes, des 400-500 balles, j'étais content, du coup j'avais commencé à investir. Et, euh, et du coup en 2017, il me recontacte et il me dit, ouais, ça te dirait pas de bosser pour nous? Je dis, bah écoute, moi je fais strictement rien. Donc, avec grand plaisir, mais il me dit, bah, ouais, par contre, il n'y a pas grand-chose, hein. Ouais, faut envoyer des colis, des machins. Je dis, ah, c'est pas grave, je peux nettoyer le sol, je m'en fous, moi, c'est pas grave. Du coup, j'ai commencé là-bas. En 2017, j'ai expédié des colis. Ensuite, vu que j'avais à peu près un bon niveau en anglais, que j'avais des connaissances un peu internationales, commerce, tout ça, du coup, je suis parti sur la logistique. On a créé toute la logistique à deux avec un gars qui s'appelait Dorsk là-bas. Donc, logistique, douane, taxes, machin, blabla. Et au bout d'à peu près 3 4 ans, du coup, on avait tout constitué. Donc, on a expédié partout dans le monde. On a vendu des millions de produits.
Donc, l'histoire de Ledger, on va dire, avec le bull market, c'est créé à ce moment-là. Et au fur et à mesure des années, j'étais toujours à fond dans la crypto. Chez Ledger, déjà pour la culture, mais parce que j'adorais aussi les parties techniques. Et je me suis intéressé justement au proof of stake, à Cosmos, tout ça. Euh, Chez Ledger, il y avait un gros engouement pour Cosmos, qui était assez poussé par plusieurs fondateurs comme Eric Larchevêque, Thomas France, qui étaient vraiment à fond dedans. Et du coup, ça a bien push en interne aussi la culture un peu Cosmos. Donc je me suis un peu intéressé, mais sans trop plus. Et à peu près 2 ans après, quand il a commencé à avoir les premières chaînes qui ont voulu faire leur move, que ce soit d'Ethereum à directement leur propre chaîne Cosmos, comme par exemple le Sentinel avec le DVPN, qui était une des premières à faire ce pas-là. Là, je me suis vraiment intéressé. J'avais déjà commencé les testnets, etc., pour comprendre un peu techniquement comment ça fonctionne. Et c'est un peu là où j'ai commencé un peu le début de StakeLab. Et c'est à peu près arrivé pendant la période Covid, quoi. Donc c'était entre guillemets bien parce que ça m'occupait et j'avais beaucoup de temps parce que j'avais rien d'autre à faire le soir, hein. On va pas se mentir, on peut pas sortir le week-end, ça. Donc voilà, on apprend des choses quoi pendant ce temps-là. Et voilà, j'ai créé cet éclat à ce moment-là. Et ensuite, avec tous les contacts, tout ce que j'avais créé, je suis passé sur un statut de développeur relation, ce qu'on appelle les DevRel. Voilà, gérer les relations avec les développeurs pour toujours Ledger à ce moment-là. Je suis resté à peu près 1 an et demi. Et là, j'ai bougé il y a 2 mois et maintenant je travaille pour XDeFi, qui est un multi-chain wallet. Donc ça reste un peu les mêmes narratives, hein. Il n'y a plus la partie hardware, mais du coup, un multi-chain wallet. Et du coup, là, je gère les intégrations, en gros, tout ce qui va être, tout ce qu'on va mettre dans le produit, comment on va le mettre, qui on va utiliser. Donc, il y a des parties business, il y a des parties Il y a, techniques. il y a beaucoup d'intégration là depuis que tu es rentré du coup chez Xify. Là, est-ce que tu peux en citer quelques réseaux là que Xify a rajouté? Ouais, ouais. Alors, je pense, le plus gros multi-chain wallet, hein. Il y a 34 blockchains qui sont supportés nativement. Il y a les custom RPC qui vont arriver pour supporter vraiment toutes les shitchains du monde, EVM, Cosmos, tout ce que vous voulez. Il y aura la possibilité d'accéder avec ça. Mais les toutes dernières qu'on a intégrées, il y avait du coup Clayton, Canto, euh, ouais, Clayton, Canto, et je sais plus, il y en avait deux autres, Optimism, et une dernière, je sais plus. Mais en gros, on va dire tous les gros layers 2 qui sont actuels, Optimis, Arbitrum, tout ça, c'est supporté. Et, euh, et du coup, 10 Cosmos Chain pour le moment qui sont supportés. Donc Osmosis, Cosmos, on va dire les à peu près plus grosses. Et toutes les autres qui vont être déployées d'ici 2 mois, quoi. Donc ça va déjà faire pas mal de changements. Et sur Stake Labs, vous supportez du coup, vous êtes validateur sur combien enfin, de chaînes? Alors, principalement l'écosystème Cosmos, parce que déjà au début j'étais tout seul et que c'était plus simple de dire, bon, pour pas perdre l'utilisateur, c'est que du Cosmos, et aussi parce que au niveau de l'infrastructure, ça fonctionne très généralement pareil. Donc beaucoup de facilité d'optimisation pour éviter justement trop de travail. Bon, après, au final, avec des réseaux comme Axela ou autres, on a dû apprendre toutes les IVM, comment ça fonctionne, comment lancer un nœud Ethereum, Polygon, Binance Chain, à peu près Et tout, vous, quoi. et vous êtes combien du coup chez Stake Labs? Et ben, du coup, j'étais tout seul pendant à peu près 2 ans, et là, on est trois pour le moment. Donc là, La ça y est, foule. j'ai un Ouais. peu d'aide, ça y est, ça fait plaisir. Donc, comme le dit le site depuis nombreuses années, un nouveau site qui arrive parce que justement, justement, il y a une personne du coup qui s'appelle Diane qui gère du coup le design, qui va, qui est en train de refaire justement le nouveau site. Voilà, celui-ci, donc là, tu l'as un peu version mobile, je crois. Hmm. Si tu scrolles un peu, tu devrais avoir le logo en dessous. Hop, attends, je vais agrandir. Ah, voilà. Ouais. Donc Ah, sans le back-end encore, hein, là, pour le moment, c'est juste la partie front qui est prête. Et il manque encore quelques parties, donc il y aura une interface de staking aussi qui est la et partie puis, justement application puis qui on va peut voir arriver. tous les réseaux que vous supportez du coup sur Cosmos. Ouais, Et, donc à peu près, je dirais entre 70, je pense, un truc dans le genre. c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et comment, du coup, à quoi ressemble une journée chez Stake Labs? En tout cas, comment ça marche quand on est validateur sur.
Enfin, Euh, le rôle, vos journées. Généralement, moi, quand je me lève, bon, je fais que ça soit pour n'importe quelle de mes casquettes, on va dire, je regarde Twitter. Ça, je sais pas si c'est une addiction à Twitter ou pas, mais j'adore regarder Twitter et tout ce qui s'y passe, parce qu'il On y a y va toujours un des... peu. Je pense qu'on y va un peu trop de temps en temps. Il y a trop de bruit. Ça, mais il y a tellement de drama que c'est cool, j'adore, moi. Ça me fait rigoler dès le matin et ça me met de bonne humeur. Alors que pourtant, c'est la perte de potentiellement mes fonds ou des fonds d'utilisateurs, mais ça me met de bonne humeur parce que ça me fait, je me dis que c'est quand même fou tout ça, quoi. Et on vit quand même dans un monde de fous. Et ça m'amuse. Mais sinon, une journée, bah, à peu près tout est automatisé de toute façon. Donc on va dire que la journée classique, je travaille chez XDeFi, c'est ma journée. Si j'ai ouais, s'il y a vraiment une grosse upgrade ou quelque chose qui se passe très mal, bah, on prend 5 minutes et on s'en occupe, hein. C'est comme prendre une pause au final, hein. On s'en occupe. Et vu qu'après, bon, on est dans la crypto, ça va, tout est assez flexible, hein. On peut très bien travailler jusqu'à 11 heures du soir, c'est pas un problème. Donc des fois, si on doit vraiment sécuriser quelque chose pendant 1 heure, si vraiment il y a un gros problème, c'est pas trop un souci. Mais sinon, tout est automatisé, donc en fait, une journée chez Stacklab, il n'y a pas grand-chose à faire en fait. Je veux dire, c'est juste vérifier que sur le monitoring, tout fonctionne bien. S'il y a une panne, c'est découvrir pourquoi la panne va mal, enfin, quel a été le problème. Généralement, ça peut être parce qu'il y a eu une upgrade, mais qu'il y a eu des changements sur les versions d'utilisation. Par exemple, ils voulaient utiliser une V5, mais au final, ils ont push au dernier moment une V5.01. Donc, bah, au final, le changement s'est pas fait, et du coup, ça n'a pas été push. Nous, on travaille justement sur pas mal de choses pour optimiser tout ça, pour que même si, enfin, essayer aussi, pas que d'optimiser, d'automatiser, mais aussi de rendre un peu plus mature l'écosystème. Nous, on fait tout, on utilise tout, par exemple, dans ce qu'on appelle des cubes sur Kubernetes. Donc, c'est des sortes de clusters, c'est vachement plus sécurisé déjà, mais ça fonctionne aussi différemment. Chaque fichier, on va dire, est considéré dans la sitemap. Et si en gros, il venait avoir des changements sur les fichiers et par exemple, le projet ne vous l'a pas mentionné, ils l'ont juste mis sur GitHub, ils ont fait le changement et c'est tout, ils l'ont pas communiqué, bah, potentiellement, en fait, ça casse tout. Et en fait, c'est là aussi où on voit qu'il y a un petit manque de maturité des projets, hein. On n'est pas non plus vraiment sur des débuts de blockchain, des gens qui développent très rapidement et qui n'ont pas encore un niveau de maturité, on va dire, professionnel, hein, avec vraiment des vrais process un peu plus longs, mais hyper sécures. Donc on essaye un peu aussi de pousser pour que ça vienne s'adopter petit à petit sur les réseaux et pour avoir bah, des réseaux plus sécurisés aussi sur le long terme et plus scalables. L'avantage des cubes, c'est justement, une fois qu'on a tout préparé, c'est des pods et on a juste à cliquer sur un bouton et ça en relance des nouveaux. D'ailleurs, Non, pardon, Je t'en prie. moi d'abord? Bah oui. Ouais. euh, Je fais une association d'idées. Est-ce que tu as des comptes que tu peux... Parce que l'écosystème Cosmos, comme tu le dis, il est encore très jeune. ouais. Et si tu n'es pas, si t'es pas averti et à l'aise sur Twitter, sur la communauté Twitter, etc., je trouve que parfois les informations sont difficiles à avoir et parfois également difficiles à comprendre. Et du coup, je fais un peu une transition vers le Cosmos France et vers le groupe Telegram, si je ne dis pas de bêtises, et savoir si tu as à part le groupe Telegram dont tu vas nous parler, savoir s'il y a des comptes que tu conseilles pour suivre et voilà, pour découvrir l'écosystème Cosmos en le comprenant. C'est vrai, alors, voilà, c'est une question compliquée. Il y a plein de gens À qui en part ton parlent. compte. Mais- Alors, du coup, sur les réseaux, moi, je parle en anglais, généralement. Ça m'arrive de parler en français, mais c'est plus rare. C'est pour être plus générique, mais après, bon, je peux aussi le faire en français. Par exemple, bah, justement, avec Cosmos France, comme tu disais, c'est un petit projet qu'on a à côté, qui est de développer justement la communauté française. Dessus, il y a un groupe qui est vraiment très large. Il y a des validateurs, il y a des développeurs, et il y a juste des utilisateurs, tout simplement. Et il y a vraiment tous les gens de la communauté. Donc il y a même des gens qui créent des projets sur Cosmos, qui parlent français et qui sont sur place, hein. Vous allez avoir des projets comme Kiv, comme Quicksilver, comme Loom. Il y en a plusieurs, Reda d'ailleurs, hein, Keychain, qui sont aussi sur le groupe.
donc des fondateurs de projets aussi qui sont là et qui peuvent discuter avec vous. Donc ce qui est pas mal, c'est que justement il y a une belle diversité et ça permet à tout le monde qu'importe son niveau en fait, de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Si on a des questions, on les pose, les gens peuvent répondre, que ce soit des questions techniques ou non techniques. Et, euh, et aussi au niveau des news, bah, les news, voilà, on essaie de les partager dès qu'on peut ici. On a un petit podcast qu'on fait sur Spotify avec Victor, qui est un membre de la commu et qui est développeur aussi, qu'on fait à deux du coup. On essaie de le faire normalement toutes les 2 semaines, mais bon là, avec toutes les vacances et tout, c'est plus, on va dire pour l'été une fois par mois. C'est un peu compliqué d'être tous les deux au même moment disponibles, mais ça reprendra après avec septembre et tout ça. Et sinon, bah, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je suis pas trop de compte français. Donc pour du contenu en français, ouais, bah Sam. Non, même en anglais, hein, j'ai conscience que en effet, Cosmos, faut maîtriser un petit peu l'anglais ou le Google Traduction pour, euh, pour comprendre. Après, ça paraît plutôt normal compte tenu que l'écosystème est jeune. Mais voilà, est-ce qu'il y a des comptes euh, qui sont essentiels à ton sens, quoi, à suivre si on veut évoluer dans l'univers Cosmos tranquillement? Euh, alors c'est vrai que moi je passe un temps énorme sur Twitter en plus. C'est quand même scandaleux. Je sais pas, hein. En fait, ça dépend vraiment ce qu'on va venir à chercher parce que on va dire que c'est tellement large Cosmos qu'au Mhm. final, trouver quelqu'un qui va vraiment être à fond, mais que Cosmos, c'est assez compliqué, hein. Si par exemple vous aimez les data analyses, donc c'est-à-dire avoir plein de data, il y a un mec qui s'appelle Flows Like Osmo, euh, bah, Yes. un flow avec un S, like Osmo attaché, qui s'appelle du coup Empereur Osmo, qui est un mec qui fait beaucoup de contenu de recherche. Bon, il travaille pour Osmosis, mais il fait pas que du contenu pour Osmosis. Et c'est énormément de data. Donc si vous adorez les data, c'est vraiment un compte hyper cool à regarder, parce qu'il fait vraiment des bons contenus sur à peu près tous les écosystèmes, mais bon, un peu principalement aussi Cosmos, mais quasiment sur tout. Et c'est vraiment sympa d'avoir pas mal de data. Après, si vous voulez, il y a on va dire les classiques, hein, les Zaki Magnan. Zaki, donc c'est quoi? C'est Z Magnan. Ouais, Z Magnan. Ah, ça, Et c'est un peu je les trouve que personnes. les validateurs, en tout cas, sont en train de pousser un peu sur leur page toute une partie éducation pour un peu, avant de valider un projet, ils l'expliquent à leur sauce. Et même si on peut aller sur le site du projet, bah, on voit souvent sur le site du validateur en question toute une partie d'explication comme Imperator qui fait des Ouais. recherches sur les projets. Et je trouve que c'est assez bien expliqué et on comprend assez facilement. Après, il faut juste aller s'intéresser. Moi, Ouais, c'est Imperator fait du bon contenu, hein, je crois que justement ils ont une traduction aussi en français, Oui. je oui. pense, sur leur page. Donc ouais, non, c'est pas mal aussi pour venir Ouais, s'exprimer. même sur leur, ils ont une partie blog qui est intéressante également, qui est Ok. assez éducative. Moi, j'aurais voulu parler, en parlant sur Cosmos, je regardais un petit peu les projets où les jetons avaient superformé Atom ou Osmo, et il n'y en a pas beaucoup, si on regarde bien tous les projets. Mais on peut voir qu'il y en a quelques-uns, comme par exemple Engine Protocol. Mais au final, je crois qu'il y en a moins de 10 qui ont super. Effectivement. Ouais, Injective Protocol. Mais en tout cas, sur le graphique, ça a super formé. Et, il y a beaucoup de projets vraiment contre Atom et Osmo. Vraiment, ça a dégringolé vers le bas. Du coup, oui, il y a beaucoup de projets. Avant, je disais, Cosmos, c'était un peu comme un grand jardin ouvert à tous, avec un bon terreau partout. Mais du coup, les projets se ressemblent un peu trop. Enfin, il y a des projets qui servent pas à grand-chose. Et je trouve que Atom 2, ça laissait le bon terreau partout, mais ça mettait comme des insectes qui venaient un petit peu réguler et voilà, mettre un peu d'ordre dans tout ça, même si ça allait pas être parfait tout de suite. Et qu'est-ce que tu en penses d'Atom 2 et comment tu vois le. Enfin, parce que il y a toute une histoire de gouvernance. Voilà, il y a la communauté aussi qui est écoutée. Du coup, ça prend plus de temps parce que c'est tout nouveau. Et comment tu vois les choses dans 3, 4 ans, voire à long terme sur Atom? Ouais, alors c'est vrai que là c'est une belle question, hein, parce que
Atom 2.0, on a eu plusieurs sauces, hein. On a eu la sauce avant et pendant le Cosmoverse de Colombie de l'an dernier, où justement ils avaient un peu tourné justement tout le Cosmoverse autour de ça, pour essayer aussi potentiellement d'attracter pas mal de gens avec. Euh, C'était un bon coup de marketing en soi. Il y a pas mal de choses dans Atom 2.0 qui sont très prometteuses, hein. Je pense encore que même sur redéfinir la tokenomics, ajouter plus de taxes pour les pools, euh, avoir potentiellement des DAO qui viennent un peu créer un peu plus rapide, on va dire, que la gouvernance pourrait vraiment établir des fundings ou autres. C'est très bien, hein. Genre, moi, toutes ces choses-là, je pense que c'est cool. Le tout, en fait, c'est que si tu regardes Atom 2.0, c'était comme essayer de faire passer je sais pas, genre une loi avec 59 trucs à l'intérieur, et tu dis, bah non, mais en fait, la dernière, c'est genre tuer, on autorise de tuer les gens. Bah, d'accord, le reste est très bien, mais j'ai pas envie d'autoriser de tuer les gens, quoi. Donc, je vote non, quoi. Donc, c'était un peu limite ça, quoi. Donc, je pense que de toute façon, le plan est en train d'être exécuté, hein, comme on le voit, hein. Il y a bien eu le changement sur la taxe, il y a bien eu l'Atom Accelerator qui a été créé, il y a bien eu les premières chaînes qui ont été onboardées pour l'Atom Economic Zone via Replicate Security. Euh, donc, on voit bien il y a cet engouement, hein. Après, c'est surtout de pas trop se prendre les pieds les uns dans les autres. Pour le moment, je pense qu'il y a encore pas mal de. Si on prend vraiment les corps, les Jacques Zampeline, Zaki Magnan, ou tous ceux qui ont un peu vraiment travaillé, Ethan Buckman, ou des choses comme ça, qui ont vraiment travaillé sur cette partie-là, faut quand même savoir que tous ces gens-là ont leur projet. Ils sont CEO de leur boîte, hein, sommelier, informal, Strangelove, ou ce que vous voulez. Mhm. Euh, Il y a pas mal de multiplication de casquettes, parce on est encore dans un truc qui est très jeune. Mais je suis pas sûr que ça soit non plus aussi la solution euh, de dire, OK, moi je fais 50 trucs, mais je veux bien déployer cette tokenomics, parce que aussi elle m'arrange sur le papier, pour Cosmos. Donc, je pense qu'on apprend via aussi Atom 2.0 que ce que c'est vraiment la décentralisation, les points faibles de la décentralisation, qui est justement le fait que c'est un bordel pas possible, C'est lent. et qu'au final, on regarde que les projets qui sont plus centralisés, comme on peut le voir, par exemple, on prend l'exemple d'Osmosis, très décentralisé, QGIRA, tout l'inverse, très Mhm. centralisé. Mais si tu regardes actuellement les flots de liquidité, ils partent tous de Osmosis, et il y a quand même gros qui commencent à rentrer sur QGIRA. Même exemple, Injective, pourquoi ça surperforme actuellement Atom? Parce que c'est très centralisé, c'est eux qui décident, et il y a une équipe derrière qui est dédiée à la vision du projet. Donc, je pense que Atom, ce qui est bien au final, c'est qu'on expérimente. Pour moi, c'est aussi pour ça que j'adore. Et c'est un peu pour ça que moi, j'ai appelé ça aussi le Steak Lab. Parce que j'aime bien le côté expérience. Et au final, j'ai l'impression que sur cet écosystème, on aime expérimenter. On teste qu'est-ce que ça peut être justement de fonder, justement, c'est un peu la vision de Ethan, tout ça, de créer une monnaie décentralisée, souveraine, qui n'a pas de grands problèmes, et qui pourrait justement devenir une sorte de hub monétaire à terme, et pourrait avoir une place bien plus grande qu'une monnaie actuelle, quoi. Donc cette vision-là, moi j'adhère complètement. La décentralisation complète, je sais pas. Et, et le liquide staking, moi j'étais fan au départ parce qu'on dit tiens, on bloque des jetons, donc on acquiert de l'atome et Mm. on l'envoie, on crée un wallet, on choisit un validateur et puis on décide de participer au réseau et du coup on le stake. Et après, en fait, toujours l'humain décide de faire un truc où c'est l'opposé et on se dit ouais, mais mes jetons maintenant ils sont plus liquides donc il faudrait que je puisse quand même les vendre. Et du coup, moi, je suis pas très fan parce que je dis que ça va à l'encontre au départ de ce qu'on voulait, quoi. On stake, donc on sait que pendant une période, on les a pas. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, je sais qu'il y a Stride Ouais. qui a eu un lancement quand même. Enfin, moi, j'ai trouvé ça positif de donner et puis après, ce soit gratuit les frais. Je trouve que par rapport à Quicksilver, ils ont marqué plus de points. En tout cas, moi, quand j'ai été dessus, j'ai trouvé ça très, très cool, en tout cas Stride. Après, Quicksilver, j'ai testé, c'est très bien aussi, hein, mais je trouve que le lancement Stride
quelques mois avant, voilà, on s'est habitué tout de suite à Stride. Qu'est-ce que tu en penses en tout cas du liquide staking sur Cosmos? Parce que moi je trouve que c'est à l'encontre au départ de la vision de bloquer des jetons pour la sécurisation du réseau. Et voilà. Ouais, alors, ben, très bonne question, hein, du coup. Alors, deux choses, du coup, l'avantage et les désavantages du liquid staking. Bon, évidemment, les désavantages, c'est que ça apporte des risques, parce que bah, forcément, on utilise des smart contracts, donc il y a forcément plus de risques que venir faire du staking sur ce que j'appelle des délégations au niveau protocolaire, donc ce que vous allez faire quand vous allez déléguer des jetons directement sur un validateur. Mm. Après, pour remettre un tout petit peu de contexte entre Stride et Quicksilver, par exemple, il faut savoir que Quicksilver était les premiers à avoir vraiment innové et créé cette solution. Stride, ils ont pompé le code, ils ont fait une version plus simple pour justement deliver plus vite, ce qui était au final une stratégie go-to-market. Vraiment, je pense que c'est les meilleurs. Ils ont vraiment exécuté d'une façon parfaite. C'est-à-dire, en faisant comme ça, déjà, ils ont récupéré la première partie du market parce que justement, ils sont allés plus vite. Ils n'ont pas eu de problème. Ils ont un peu saboté le code au passage de Quicksilver pour qu'ils mettent un peu plus de temps à déployer. Donc, au final, ils ont eu pas mal de temps pour vraiment aussi gagner en adoption. Et derrière, la stratégie justement d'onboarder plein de coins très rapidement, c'était une des meilleures. Et directement de dire, OK, bah, ensuite, on va se rapprocher directement de la partie Osmosis, de la partie Atom, de ce qu'on pourrait appeler un peu le cartel de, de, de vraiment Cosmos. Et derrière, ils se sont un peu mis dans la poche tout ça et ils se sont dit, bah attends, tu sais quoi, on va faire encore un truc mieux. C'est on va se lier directement avec Atom et enfin, utiliser Replicated Security pour vraiment au final être sûr que ça soit nous qui allons être ceux qui vont être utilisés en premier. Pourquoi? Parce que bah, les gens, c'est la plupart du temps des Atom holders. Il faut savoir aussi que dans la proposal, il est bien écrit que s'ils veulent se barrer, il n'y a aucun problème, ils peuvent. Donc au Mm. final, moi je pense que au niveau go-to-market, ils ont eu l'exécution parfaite. Sur le produit, euh, je suis un peu moins, j'aime un peu moins l'idée où au final, quand tu sais que ça vient déléguer un set de validateurs, c'est bien pour la décentralisation, mais au final c'est un peu centralisé parce que bah, c'est un peu, je crois qu'il y a une 30 ou 35 validateurs. Quand tu vois que le set est à peu près de 175, bon, c'est un peu léger, quoi. Ça pourrait être bien plus. Donc c'est assez centralisé quand même, je trouve. Et ça aide pas trop, justement. Ça pourrait être un bon moyen de dire, OK, bah, ça va plus sur les validateurs qui ont moins de voting power pour les aider aussi un peu à recentraliser un peu le set. Euh, Au niveau de la balance, je trouve ça pas ouf. Après, Quicksilver, je préfère le côté où vraiment je décide. Faut pas oublier que on parle aussi quand même de potentiel slashing. Donc, bah, c'est quand même plutôt cool de dire, OK, bah, moi, je choisis ce validateur-là parce que j'ai pas une... Enfin, je lui fais confiance. Si je me fais slasher, bon, OK, je pourrais voir avec lui potentiellement. Mais et là, par exemple, s'il y a un des validateurs des 35 qui saute, bah, voilà quoi. Ça fait un petit slashing, mais ça reste un slashing quand même. Très Et merci en tout cas parce que j'ai alors, appris beaucoup de choses. Merci en tout cas parce que je ne savais pas tout ça. de Donc, rien, donc là, j'ai fait un peu on va dire, je me suis rappelé de la suite. super. J'ai remis un peu de Il y avait contexte. aussi il y avait quelque chose qui me passionnait, c'était l'USDC qui devait arriver sur Cosmos avec Ouais. une chaîne. Est-ce que Ouais, ouais. tu en sais plus, hein? Est-ce que voilà, est-ce qu'il y a des bruits de couloir? C'est quand? Moi, j'ai hâte de voir ça, mais c'est pour quand? Est-ce que ce sera centralisé? Comment ça va se passer pour les validateurs? Enfin voilà, si tu avais quelques réponses, c'est un sujet qui me passionnait de voir ce stablecoin arriver sur Cosmos. Ok, pas de souci. Alors, je fais une très petite parenthèse avec le liquid staking pour finir. C'était de dire en gros que en fait, ok, il y a potentiellement plus de risques, mais ça reste quand même un nouveau jouet, on va dire, pour les gens. C'est-à-dire que tu Mm. diversifies ton risque. Tu vas mettre un peu de liquid staking, tu vas mettre du staking normal, tu vas mettre en pool. Donc au final, ok, potentiellement au niveau de... C'est pas directement du native staking. Donc, mais ça reste quand même quelque chose qui vient se déposer sur les validateurs, donc qui rajoute quand même de la sécurité au final sur la chaîne. Ça diversifie le risque, mais c'est pas mal parce qu'au final, au lieu d'avoir des jetons que potentiellement tu laisserais dans ton wallet, juste en Atom, bah, tu peux les convertir en liquid stake Atom, par exemple, parce qu'il y a une bonne liquidité, donc tu te fais pas non plus éclater pour le changer. Et tu peux du coup quand même profiter, bah, déjà,
du reward, donner de la sécurité à la chaîne. Et en même temps, si tu as envie de changer, bah, tu n'as pas 21 jours. Tu swaps en Atom et basta, quoi. C'est vraiment un peu le. Voilà. Par contre, il faut qu'il y ait des rates. Il ne faut pas dépasser tant de pourcents, etc. Parce que après, sinon, il y a vraiment des problèmes de sécurité si tout le monde veut sortir en même temps. Voilà, le jour où il y a du FUD, je ne sais pas comment ça va se passer. Puis je trouve que c'est encore assez jeune. Du coup, à long terme, voilà, c'est plutôt comme un jeu où il y a vraiment des gros risques. Et souvent, c'est la rentabilité en prêtant de la liquidité n'est pas forcément folle. Du coup, parfois, le plus dur, c'est de garder ses jetons tout simplement sans même les mettre chez un validateur parce que du coup, il y a un délai. Mais rien que déjà de pouvoir holder, parfois, je trouve que c'est le plus dur. Et autre de faire mumuse avec ses jetons, voilà, de les garder sur un wallet, c'est pas facile parfois. On a Là, bien envie Regardez longtemps, de les longtemps, déléguer ou de faire longtemps, un- longtemps, longtemps. donc voilà, c'était ma petite parenthèse. Mais alors, du coup, si tu veux, pour USDC, allez, on peut faire les petits. Euh, ok, bon. Alors, le truc, c'est que bah, l'USDC, il est très actif sur le testnet. Donc, Circle a bien déployé le contrat. Ils l'ont même déployé sur le mainnet aussi. Donc, il y a de l'USDC sur Noble, qui est la chaîne émettrice de monnaie, on va dire, qui est censée justement aussi, sur sa prochaine upgrade en V047 pour le SDK, justement aussi venir s'intégrer comme une ICS chain, comme via Replicated Security, une consumer chain, comme Stride et comme Neutron actuellement. Et moi, ce que je pense, c'est que bah, déjà, pourquoi les gens paniquent en disant ouais, ça fait X temps que vous nous dites que ça va être lancé. Bah, oui, il est lancé, il y a le code qui fonctionne, tout est OK. Moi, ce que je pense, c'est que Circle, ils ont une stratégie et c'est eux qui décident, tout simplement. En fait, s'ils décident que dans 3 mois, ils ont un produit qu'ils veulent lancer et il va y avoir un intérêt pour le faire, ou ils veulent absolument attendre que le Noble soit lié à Cosmos Hub en consumer chain avant de déployer, parce qu'au final, il va y avoir les fees, les machins, blabla. Bah, en fait, déjà ça, on ne peut pas savoir. C'est vraiment eux qui décident. Donc potentiellement qu'ils ont une stratégie où on sont en train de la préparer, parce que potentiellement derrière, il va falloir aussi gérer comment ils vont incentiver, comment ils vont mettre sur quel pool avec lesquels ils vont faire des partnerships, comment ils vont vraiment déployer toute cette liquidité. Donc je pense que ça prend du temps, hein. Faut pas se mentir, hein. Les gens sont juste trop impatients. Parce qu'on en fait des tonnes à dire putain, ça arrive bientôt. Mais en fait, non, ça arrive pas bientôt. C'est juste que c'est des choses qui prennent beaucoup plus de temps que prévu. Et, en vrai, moi, pour avoir passé un peu de temps cet été justement avec eux, il y a vraiment pas mal de choses qui commencent à arriver. Potentiellement d'autres monnaies aussi qui sont en train d'arriver. Je crois que si vous avez regardé, il y a le Loki. Loki, comment on appelle ça? C'est un projet qui va émettre justement bah, la monnaie du Japon, donc le GPI, qui va l'émettre directement aussi bah, au même niveau, hein, donc sur Noble. Donc c'est excellent. Potentiellement qu'il y en aura d'autres, hein. Peut-être de l'euro, je sais pas. Peut-être que des gens viendront vous en parler, je sais pas. Je rebondis, je prenais deux, trois notes sur ce que tu disais tout à l'heure et j'aurais voulu savoir du coup, ma question elle paraît un peu bête, mais euh, toi qui es un développeur qui est à mon sens sur le terrain, quelles sont tes expériences de la gouvernance du coup? Qu'est-ce que tu en penses de l'application de la gouvernance telle qu'elle est maintenant avec, je pense, ses défauts et ses limites? Parce que j'en profite en même temps, je complète la question. De un, parce qu'on a vu que c'était un boulot à plein temps, parce que parfois, quand tu voulais vraiment explorer et voir à long terme, il faut vraiment étudier les proposals. Et on a eu aussi Noé de White Loop Capital qui nous disait, vous avez vu pendant l'histoire de Tornado Cash, est-ce que une DAO a demandé, avant de bloquer l'URL de Tornado, l'avis à la communauté? Il disait aucune. Du coup, voilà. Je complète la question. Ouais, ouais, non, mais alors bah, c'est vrai, hein, ça a ses limites, hein. Comme on dit, je pense que tout le monde veut à terme que justement ça permette la full décentralisation, de dire, OK, si on prend une décision au niveau protocolaire, ça s'applique. Par exemple, voilà, je veux dire, bah tiens, on prend un exemple, hein, l'exemple de Juno, qui avait décidé qu'un mec avait eu Mm. trop de jetons via l'airdrop et que c'était pas fair parce qu'au final, il avait un peu cheaté, quoi.
Euh, et il avait essayé de camoufler tout ça. Et derrière, bon, la proposition a dit, bah, au niveau protocolaire, on va faire un truc. C'est on va size son adresse, donc on va retirer tous ces jetons. Il faut savoir qu'au final, même si ça passe au niveau protocolaire, il faut quand même des gens qui développent la version et qui fassent en sorte que bah, ça fonctionne bien. Et c'est là aussi on voit potentiellement les erreurs que ça peut apporter. Où justement, ils avaient envoyé le montant total sur une adresse qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne possédaient pas. Ils s'étaient trompés dans l'adresse qu'ils avaient copiée. Donc, au final, il y avait une adresse complètement random qui avait un montant, Mm. genre, je crois que c'était 30 millions, un truc comme ça. Et c'est là, mais genre, mais comment vous faites pour faire des erreurs pareilles déjà? Et de deux, bah, on voit un peu les limites dans le sens où bah, il y a quand même un acte humain en fait qui a besoin d'être là. Et c'est surtout aussi parce que ça se développe tellement vite. Il y a tellement de réseaux, il y a tellement de gouvernance, il y a tellement de... Potentiellement, on regarde genre Osmosis, il y a 500 et quelques propositions de gouvernance. Et sans scam, hein, c'est vraiment 500 propositions. Euh, Moi, je suis là, mais les gars, si tu demandes à des gens de revoir, de vérifier, d'être sûr que ça a bien été appliqué, par exemple, le code pour Juno, les gens auraient pu très bien s'en rendre compte si quelqu'un avait lu le code, mais personne ne l'a fait. Pourquoi? Parce que les périodes sont beaucoup trop courtes. Mhm. Il y a à peu près que Cosmos qui a 3 semaines, je crois, de review pour chaque proposition, donc c'est très long, mais au final, ça laisse beaucoup plus de temps pour des vérifications. Et après, bah, comme tu disais, genre, comment on arriverait à terme pour être sûr que ça soit bien décentralisé. Et en fait, c'est là le problème, c'est que c'est pareil, faut pas se mentir. Déjà, il y a généralement la fondation qui a une grosse part d'impact dans la gouvernance, hein, que ce soit n'importe quel protocole, hein. Si on prend par exemple les décisions de gouvernance de AAV DAO, j'ai regardé, déjà le quorum est à 2 et quelques pourcents, et sans blague, 2 personnes de la fondation, s'ils votent, le vote c'est oui. Ou c'est non, ils veulent pas. Donc en fait, c'est vraiment très centralisé, quoi. Donc déjà, il y a cette partie-là, et il y a aussi le fait que, déjà que la fondation a pas mal d'impact, il y a aussi le fait que on a, il y a quand même souvent de la corruption, faut pas se mentir. Enfin, c'est pas de la corruption, mais c'est de dire, ok, bah mec, on travaille ensemble, genre moi je vote ça, genre bah, vote avec nous. Ou par exemple, on a un projet, je sais qu'il y en a pas mal qui le font, hein, et encore, je trouve pas que ça soit mal de le faire, hein, c'est pas pour les blâmer en plus. Mais par exemple, à Axelar, ça arrivait pas mal de fois, ils disent, genre sur cette proposition, votez non, quoi. Et t'es là, genre, bah en fait non, si j'ai envie de voter oui, je vote oui, quoi. Genre, ne me dis pas de faire ce que je veux. Bon, après, les propositions avaient du sens que ça vote non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste quand même. Enfin, il y a quand même pas mal d'incitations quand même. Surtout sur Cosmos, on va dire, il y a des gens, ben, on va t'inciter à voter no with veto sur certaines parce que du coup, Jay va venir déléguer chez toi ou blablabla. Euh, je n'ai pas l'impression que ça soit non plus un pouvoir de corruption parce qu'on parle vraiment de montants. Bon, c'est des gros montants, mais c'est des montants minimes quand on commence à avoir un peu de poids dans- au niveau du voting power, quoi. Mais, euh, mais voilà, tout le monde joue son épingle, enfin sa petite carte, essaie de tirer son épingle du jeu. Je pense que c'est normal. Et c'est normal aussi qu'il y ait des cartels un peu qui se créent. De dire, ok, bah, nous, on reste ensemble, on a la même vision, on votera toujours pareil. Et, euh, et un peu les rebelles qui vont un peu toujours aller à l'encontre de tout ça. Je pense que le gros défi, c'est à terme que bah, un peu comme ce qui se passe, je sais pas, genre en France, on va dire, les gens qui viennent voter, c'est d'incentiviser plus les délégateurs, les vrais, à venir vraiment voter eux-mêmes, et pas que ce soit le validateur qui est un peu au final comme un gouverneur, euh, parce que du coup, en fait, c'est trop simple, c'est de dire, ok, bah voilà, au final, il n'y a que les validateurs qui votent, moi je vote plus, et je les laisse un peu en tant que, comme on pourrait Mhm. voir au gouvernement, bah, c'est ces petits mecs en costard qui votent entre eux, et puis voilà, quoi. La As-tu, certitude volontaire. as-tu Il une, y a 50% d'absentéisme. C'est ça. Et Vas-y, je t'en prie. pardon, Antoine. et moi je voulais te demander, as-tu une idée pourquoi les validateurs des échanges, style Polychain, il y avait Binance. Coinbase, ne votent pas sur les proposals d'Atom, enfin ne se prononcent pas? Est-ce que tu as une idée? En tout cas, je sais que ça doit être le côté juriste, enfin c'est pas ton domaine, mais voilà, est-ce que tu as une petite idée à partager de pourquoi? Alors, moi, j'ai des idées. Je sais que par exemple, même quand on était chez Ledger, c'était une discussion aussi qui était pas mal là-bas, parce que Ledger a des validateurs. Et en fait,
bah, déjà, oui, il y a des décisions un peu genre, potentiellement politiques, mais aussi de dire, bah, en fait, on veut rester neutre, on veut pas prendre de parti. En fait, moi, ce que je me suis toujours demandé, c'est dans ce cas-là, pourquoi ne pas voter abstain? Et au moins, en fait, ça aide à participer au quorum, et bah, au moins, tout le monde est content, quoi. Tu as participé au quorum, Bah oui. potentiellement. Surtout qu'en plus, généralement, si tu prends des Binance ou autres, ils ont quand même des voting power qui sont quand même très Et- larges. Donc, bah, potentiellement, des fois, ça peut mettre aussi à mal la gouvernance, quoi. Euh, mais je pense que vraiment, sans blague, ça doit être vraiment des. Je pense pas que ça soit un problème de temps ou de process, hein. C'est plus, ils veulent rester neutres, ne pas avoir de dire ah bah voilà, bah Binance, ils ont voté ça, quoi. Ou potentiellement, bah, vu qu'ils sont tous référencés, euh, je sais pas, avec des PSAN plus ou des choses comme ça, peut-être qu'en fait, il y a des, des- des- des petits trucs qui pourraient les mettre à mal, si au final ils venaient à valider, je sais pas, un paiement, genre à quelqu'un, ou, euh, ou je sais pas, une prise de décision, même juste sur la gouvernance. Euh, je pense que c'est vraiment ouais, pour rester neutre et pas avoir de problème juridique sur le long terme, qui pourrait potentiellement les mettre à mal à terme. D'accord. Et c'est bien toi, alors, du coup, qui est à l'origine de la collection NFT Bad Kid? Non, pas du tout. C'est pas toi qui est à l'origine de cette collection? Moi, je Alors, croyais. je pense que je suis un des plus gros holders de Bad Kid, mais, non, pas du tout. Je suis pas le fondateur. Alors, justement, on l'a rencontré à Paris durant Smokon et d'autres events. D'ailleurs, c'est le sosie craché de Don Kryptonium. Ils se ressemblent beaucoup. Non, je rigole. Ils se ressemblent un peu, juste parce qu'ils ont des lunettes, quoi. Mais, et à peu près la même tête. Mais bon. Non, non, il est hyper cool. Non, parce que je crois que ça s'est acheté pour 22 000. Enfin, il y en a eu trois hier qui se sont. Il y a un bot qui en a acheté. Enfin, un bot. Mais je crois qu'il y en a eu pour 22 000 22 000 dollars d'achat. Du coup, j'ai dit, waouh, ça buzz un petit peu les NFT sur Cosmos et puis sur Stargaze. ouais, Donc, non, cool. bah, ça commence tout juste, hein. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui essayent un peu de se dire, OK, si vraiment l'écosystème se met tous ensemble à vraiment être d'accord que c'est genre le bad kit, quoi, c'est le minimum. Il faut un minimum un bad kit, quoi. Bah, du coup, oui, je pense que les gens, s'ils viennent un peu s'intéresser à l'écosystème, ils doivent se dire, bah, c'est la perle rare, c'est un peu comme le ape de Ethereum. Donc au final, dépenser 22 000 balles pour trois JPEG, si le mec a de l'argent, pour lui, il se dit, bon, moi, je les revendrai peut-être 100 000 quoi, chacun, donc je ferai un bénéfice potentiellement de 280 000. Je pense que ça doit tourner un peu comme ça dans la tête des gens, quoi. Voilà. Je voulais rebondir un peu, je suis un peu en plein dedans avec mon travail et du coup, ça me fascine un petit peu. Tu as abordé le principe qu'il y avait que certaines crypto-monnaies étaient centralisées jusqu'à leur code, grosso modo. Ouais. Et justement, ça me donne envie un peu de rebondir avec le fameux nouveau stablecoin de PayPal qui est sorti il n'y a pas longtemps où je lisais grâce à un super rédacteur qu'on a sur le JDC qui s'appelle Renaud, que grosso modo, le stablecoin était centralisé et jusqu'à son code, puisque de tête, c'est le terme frozen, je crois. Ouais, Frozen. Et il y en a un deuxième, frozen appli adresse ou quelque chose. Enfin voilà, il y a deux termes qui apparaissent dans le code et qui font que, grosso modo, PayPal peut confisquer, confisquer les stablecoins, voire bloquer un wallet. Et Ah oui? voilà, je t'écoute, pardon. Mais non, mais pas de souci. Mais c'est complètement vrai. Mais après, il faut savoir que c'est quand même un truc qui est sur à peu près tous les stablecoins. En fait, hein, faut pas se mentir, alors c'est aussi parce qu'ils en ont le besoin au niveau de la réglementation de se dire, ok, bah tiens, s'il y a une adresse on sait qui est frauduleuse, mais on peut la bloquer. Cette partie frozen en fait dans le code te permet de dire, bah, si cette adresse agit mal, je peux la bloquer. Après, on voit aussi les limites de cette partie-là et potentiellement aussi de la compréhension des gens qui ont en fait l'accès à tout ça. C'est de dire que bah, il y a des gens qui s'amusaient, par exemple, quand il y a eu bah, les histoires de Tornado Cash ou autres, et justement USDC qui bloquait des adresses et qui faisait bah, justement des frozen adresses quand il y avait trop d'interactions avec Torchain.
où c'était des mecs, Mhm. en fait, qui avaient tellement d'argent, ils s'en foutaient complètement, où ils balançaient un ETH, voire plus, plusieurs fois même, à des adresses de gens qui sont hyper connus, via Torchain, pas Torchain, via Tornado Cash, euh, Avec les ENS. pour Ça a été- justement, ouais, via les ONS et tout, pour les faire bloquer. Et moi, je trouvais ça alors extrêmement drôle, évidemment. Bah oui. Parce que je me suis dit, putain, les mecs sont quand même tellement, genre, ils ont tellement d'argent qu'ils s'en foutent. Là, genre, je vais m'amuser à bloquer des adresses de mecs. Parce Cet que, en fait, écosystème ça de fou. m'amuse, quoi. Je dépense 2000 balles à chaque fois, mais c'est marrant, quoi. Non, c'est peut-être pour la philosophie. C'est peut-être pour la philosophie de dire on ne peut pas bloquer comme ça. Soit vous bloquez tout le monde, soit vous ne bloquez personne. Je pense que c'était pas une question de richesse, c'est plus pour contrer un petit peu et de dire bah ça ne se passera pas comme vous le voulez. Ah oui, oui. Non, mais clairement, c'est vraiment un acte un peu de rébellion, mais moi j'adore. C'est exactement tout ce que j'aime. Mais du coup, en fait, oui, comme je disais, ces parties-là, du coup, sont entre guillemets un peu obligatoires. Donc même pour PayPal, en soi, ça fait sens parce que mais eux, en plus, ils vont onboarder potentiellement Mm. tout ce qu'ils ont déjà, donc c'est-à-dire des millions de clients voire même plus, hein, peut-être des milliards, qui sont justement liés à des boutiques ou des choses comme ça. Donc s'il y a des fraudes, il faut absolument pouvoir mettre la main là-dessus. Donc encore, moi là-dessus, ok, ça peut être faire pour un stablecoin. Après, il y a des trucs que j'aime moins bien, c'est de dire, bah, on va juste utiliser la version la plus pourrie de Solidity qui a été pushée genre en 2018. Donc c'est-à-dire que quand même il y a 5 ans. Et donc on va utiliser ça en fait, un truc qui est vachement obsolète, au lieu de faire une version qui est vraiment à jour, quoi. Et d'utiliser au final bah, des fonctionnalités qui pourraient être vachement mieux optimisées, quoi. On Euh, venait là- à ma question, est-ce qu'il y a des solutions pour éviter cette centralisation du stablecoin sans pour autant, enfin, tout en permettant de protéger des fraudes, par exemple? Compliqué. Joker. Ouais, non, non, je sais pas, en fait, dans l'idée, ils auront toujours, ouais, ils ont toujours le besoin d'avoir accès à ça. Derrière, le seul truc, ça serait d'avoir, je sais pas, potentiellement, on pourrait imaginer comme un tribunal décentralisé ou je sais pas quoi, ça arrive, bon, pas forcément décentralisé, mais un tribunal qui dit, tiens, regardez, voici cette adresse, voici qu'est-ce qu'elle a fait. Et il y a des gens qui sont en compétence de pouvoir dire si c'est frauduleux ou non, au lieu de dire, bah, en fait, on n'en parle à personne et juste, tiens, ton adresse est bloquée. Et derrière, bah, tu fais comme tout le monde, tu viens de plaindre si tu as un problème. Je pense que justement, avoir une sorte de tribunal comme ça serait assez drôle déjà. Ça mettrait un peu de mouvement, mais ça permettrait aussi de mieux enquêter et potentiellement d'éviter des erreurs. C'est pas bête, c'est une idée. Imagine OX à la barre. On peut lancer ça C'est sur ça. DAO, DAO du coup. Qu'est-ce que tu en penses de DAO, DAO du coup sur Cosmos? Alors, ouais, pour le moment, c'est sur Ouais, Juno. C'est Juno, mais Je crois que ça va être déployé sur Neutron aussi. d'accord. Ouais, parce que Neutron veut déployer DAO sur Neutron, du coup. Euh, DAO, c'est très bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite application, une dApp sur Juno qui a commencé, qui permet de créer des DAO, tout simplement. Donc, qu'est-ce que c'est un DAO? C'est un peu comme une entité décentralisée, une organisation décentralisée, autonome. Donc, en gros, tu vas avoir la possibilité de créer une adresse qui va être un smart contract, en fait, qui va être justement ton entité. Dedans, tu vas pouvoir avoir une trésorerie de n'importe quel type de token. Tu vas pouvoir décider de qui est à l'intérieur de ton DAO. Donc, tu peux faire un peu comme une entreprise, dire, bah voilà, il y a David, il y a Antoine, il y a Magali, il y a Adrien, voilà, voilà, ils font partie de cette DAO qui est la DAO Blockchain Addict, par exemple. Tout le monde met un fonds de capital de 100 dollars, on va dire, en USDC. Donc voilà, on a notre première DAO avec allez, 500 balles dedans parce qu'on est 5 ou 4, je sais plus combien, j'ai dit 4, je crois, donc 400 balles. Et derrière, je vais pouvoir aussi déterminer si par exemple, moi je viens amener à des fonds, je vais avoir plus de voting power pour les décisions de gouvernance de la DAO. Et l'avantage, c'est que ça marche un peu comme une entreprise, mais d'une version décentralisée. Donc s'il y a des décisions qui doivent être prises, par exemple un spending, la société doit payer sa facture de 1500 euros, par exemple. Bon, on a 1500 euros, on va dire, en trésorerie. Je fais une gouvernance proposale. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on paye pour cette facture-là? La DAO, du coup, vote sur cette proposition.
envoie les fonds à l'adresse pour le paiement. Et derrière, nous avons une transparence complète de l'activité que Blockchain Addict utilise, de ce qu'ils viennent d'acheter et que les fonds ont bien été transférés. Tout est visible sur la blockchain et même la gouvernance. L'avantage, c'est que du coup, ça arrange beaucoup de choses, que ce soit au niveau, je sais pas, hein, même on pourrait imaginer à long terme que ça soit un modèle qui fonctionne, par exemple en France. Il y a quelques pays qui acceptent les DAO. En France, c'est pas trop ça. Euh, mais, euh, mais du coup, en fait, ça arrange tous leurs problèmes parce que ben, ils auraient une visibilité complète une fois qu'ils auront la compréhension sur pas mal de ces choses-là. C'est très bien. Par contre, petit problème du coup, c'est que bah, quand ça tourne sur une blockchain qui ne vaut pas grand-chose, bah, on ne peut pas non plus créer des projets qui valent des milliards. Si on regarde actuellement la TVL de Juno, qui doit être dans les 30 millions, 60 millions, je ne sais plus, bah, c'est assez facile. Si on se disait qu'il y avait des DAO à l'intérieur qui avaient, je sais pas, genre, on imagine je crée un DAO, je deviens un multimilliardaire, je sais pas, il y a 3 milliards, on va dire, sur le DAO. Bah, si la blockchain est toujours de 36 millions de TVL, bah, il y a des gens que ça va intéresser justement d'attaquer la chain, potentiellement dépenser beaucoup d'argent, gagner assez de voting power en lançant un validateur, et ensuite broke la chain pour juste bah, tout faire planter, ou potentiellement faire des actions un peu plus frauduleuses sur la chaîne. Donc ça, c'est un peu les points faibles actuels de DAO, c'est que ça tourne sur une chaîne qui n'a pas une sécurité assez large. Ah bah, super, moi disons, c'est passionnant en tout cas. Ouais. Moi je vais te passer, moi j'ai ma toute dernière question. C'était parce qu'il n'y a plus rien. Ultime. Voilà, l'ultime, parce que c'est ce que je dis, moi, avant avec l'Ethereum, on ne pouvait pas faire grand-chose à part le laisser sur ton échange. Et puis après, il y a eu Uniswap. Du coup, tu te dis, ah bah c'est génial, on peut swapper. Puis après, il y a eu l'emprunt, et c'est bon, on peut emprunter, rembourser. Du coup, ça m'a plu. Puis là, je trouve qu'en fait, il y a un ralentissement de la tech, mais depuis les Zero Knowledge Proof, je trouve que ça change la donne. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette techno? Est-ce que tu l'observes de près? Voilà, c'était ma toute dernière petite question. Alors, toutes les parties, on va dire, un peu recherche, donc tout ce qui va être Zero Knowledge Proof, donc les ZKP, hein, comme ils en parlent assez souvent, c'est un truc où tous les roll-up, toutes ces choses-là, c'est un truc que je regarde de loin parce que, en fait, vu que c'est de la recherche, ça prend beaucoup de temps. Moi, je suis plus quelqu'un qui est, on va dire, dans l'opérationnel high mid-level, mais quand ça va vraiment très low level, le problème, c'est que ça m'intéresse beaucoup. Je vais à certaines confs d'ailleurs, hein, quand même, pour rester au courant de qui build quoi et comment ils le font et quelle est la concurrence sur ça. Donc, j'essaie de tenir des Google Sheets à jour quand même, pour être sûr que je follow à peu près quand même les trucs. Mais quand on va vraiment rentrer dans le deep de la tech, je vais littéralement pas, pas, pas savoir parce qu'en fait, c'est beaucoup trop de temps. Ça veut dire qu'il faudrait que je me pose pendant plusieurs heures pour lire les papers. Et quand j'ai déjà bah, juste mon panel complet de tasks à faire, plus d'entretien, on va dire, de connaissances de l'écosystème en général, ben en fait, je me rends compte que si je veux avoir un minimum de vie à côté, Oui, oui, tout quand à même fait. assez petit, mais un minimum de vie à côté, en fait, si je commence à lire des ZKP papers, ouais, clairement, je vais pas avoir le temps. Alors, quelle innovation regardes-tu en ce moment ou qui te passionne le plus là euh, qu'est-ce que tu regardes? Alors, il y a quand même quelques trucs quand même que je regarde, hein, même dans les ZKP, hein, bien sûr. Mais les trucs que j'aime bien, justement, bah, Eigenlayer, un truc que j'aime beaucoup. Pourquoi j'aime bien? Parce que les mecs essayent de faire En gros, pour la faire un peu simple, c'est, bah voilà, tu as de l'Ethereum, tu vas le mettre en liquid staking, on va dire, bah, par exemple, avec Lido. Et maintenant, l'idée, c'est, bah voilà, tu as de l'Ethereum, et comment on va faire pour que tu as un liquid staking, mais qui est auto-compound et qui restake, on va dire un peu, quoi, automatiquement. Et moi, j'aime bien, en fait, parce que je me dis, mais en fait, déjà, ça, nous, on peut le faire sur Cosmos. Ça existe déjà un peu, avec des restakes ou autres. Donc, on peut déjà un peu faire ces choses-là. Et, ce que je trouve drôle, c'est de voir bah, comment eux, en fait, ils le déploient. Parce que c'est intéressant, en fait. Ethereum, c'est vachement plus gros. Il y a... C'est vachement plus, on va dire, optimisé, que ce soit bah, au niveau du protocole, hein. Tu regardes une blockchain comme Evmos, elle prend limite plus de place que Ethereum. Donc, tu sens qu'au niveau de l'optimisation, c'est une catastrophe. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Et quand tu regardes justement, quand ils le font sur Ethereum,
moi, ce que j'adore regarder, c'est justement comment ils le font eux, comment ils l'optimisent, et ensuite dire, OK, ben, ils le font à leur niveau en Solidity, etc., parce qu'ils ont les contraintes technologiques. Et ensuite, quand nous, on doit le répliquer, par exemple, bah, que ça soit sur Cosmos avec du Rust, que ça soit avec du Go ou toutes les technologies qu'on peut utiliser, on peut même parler de JavaScript avec Agoric. Mais en fait, du coup, bah, tout devient vachement plus simple. Parce que bah, on va pas se mentir, ces parties de langage sont quand même plus simples et permettent, elles sont plus développées, elles permettent plus de choses, hein. On peut faire des choses plus complexes, on peut rajouter des, certaines fonctions que tu ne peux pas faire sur Solidity, par exemple. Donc, en fait, dans l'idée, tu vas plus vite. Donc, quand tu vois que eux arrivent à l'intégrer avec de l'optimisation sur un truc qui est assez complexe, derrière, bah, tu peux faire la même chose sur Cosmos plus rapidement et plus optimisé. Donc, c'est l'avantage, c'est ils font la recherche, ils font les travaux compliqués. Moi, j'adore regarder ça juste pour en fait m'en inspirer et dire, OK, ensuite, on peut faire des trucs comme ça de notre côté et on peut le faire plus simplement. Donc, vraiment, ouais, des styles Eigenlayer, ça m'intéresse. Euh, Toutes les parties de messaging un peu à la Axelar, parce qu'Axelar, un peu, c'est ce qu'ils font aussi, les sortes de messaging qui permettent justement d'envoyer Des entre gros camions, Axelar et des à gros camions IBM. de messages. Je crois que sur leur image, ils mettaient des gros camions de messages avec les logos des Voilà, projets. c'est ça. Non. Bah, il y a ça, mais il y a du coup, bah, par exemple, Layer 0. Et Layer 0, ils font la même chose sur les IBM. C'est beaucoup plus répandu que Axelar, mais eux, ils font pas, du coup, ils font pas tout ce qui est Cosmos, etc. Avec Layer 0, mais ça m'intéresse aussi parce qu'ils le font différemment. Et du coup, je vais dire, ah ok, donc potentiellement, c'est une autre solution de faire du transfert de messages. Et l'avantage, c'est que du coup, c'est un peu comparer les techs et de dire, bah, si je prends des risques ici, je peux diversifier mon risque en utilisant l'autre. Donc bah, je vais peut-être pouvoir utiliser 20% celui-là, 20% celui-là. Et s'il y a un pépin, bah, je perds que 20% au lieu de 40. Voilà. C'est vraiment au niveau des techs, c'est ce que j'essaie de rechercher. Quand il y a un sujet que j'aime bien, c'est essayer de le comprendre et voir s'il y a de la concurrence pour diversifier. Un peu comme le Mm. liquid staking. Voilà. Impressionnant, en tout cas. Moi, je pourrais Bah, faire 3 heures d'interview. Ce serait très merci beaucoup. intéressant. Ouais, c'était très intéressant. Merci beaucoup. En tout cas, on mettra du coup le lien de Stake Labs et XDeFi en dessous et puis les liens de tes réseaux. Et puis C'est gentil. au plaisir un jour de rééchanger avec toi et de te réinviter sur la chaîne. Eh ben, si vous avez des sujets, n'hésitez pas.